L'idée est voilà, de présenter un petit peu les ateliers et de vous faire participer aux grands enjeux. Je vais appeler Frédéric et Marine sur scène qui vont venir animer ce temps-là. Je vous souhaite un très bon talk-up avec Frédéric et Marine. Merci Arnaud. Alors du coup, on va avoir besoin de vous, nous, dans ce temps-là. Parce que finalement, comme vous avez beaucoup écouté jusqu'à présent, je pense que là, vous avez besoin de vous réveiller, d'interagir avec nous. Du coup, est-ce que vous pouvez basculer sur le Menti, s'il vous plaît ? Alors du coup, ce qu'on va vous proposer, c'est un outil interactif pour pouvoir recueillir aussi vos réactions et puis jouer les incollables un peu avec vous. Donc, soit vous flashez le QR code, soit vous allez, ce qui est peut-être plus facile pour ceux qui sont loin du QR code, vous allez directement sur www.menti.com et vous tapez le code 12 60 92 81. Si par hasard vous déconnectez, vous êtes déconnecté dans le défilé, ne vous inquiétez pas. De toute façon, tout en haut, à chaque fois, vous aurez join@menti.com avec le code qui va bien pour pouvoir systématiquement nous rejoindre si vous n'arrivez plus à vous connecter. Alors je vous laisse juste le temps de vous connecter. Est-ce que c'est bon pour une bonne partie de la salle ? Si, au pire, sinon les QR codes, ils sont sur les côtés de la salle. Si vous n'arrivez pas à les flasher, vous pouvez vous déplacer pour aller les flasher. Donc on voit que vous commencez à vous connecter. Donc du coup, je vais passer à la diapo d'après, comme ça vous pourra continuer à vous connecter avec le code Menti a disparu. Mais... Alors, ce qu'on va vous proposer très rapidement, c'est simplement un rappel par Madame la préfète de région des grands chantiers régionaux. Ensuite, on va vous présenter l'état des lieux et quelques projections avec des indicateurs choisis. Du coup, c'est une vision parce qu'on ne pouvait pas vous présenter l'ensemble des indicateurs du changement climatique sur la Haute-Savoie dans le temps qui nous était imparti. Après, si vous le souhaitez, par contre, on pourra en mettre un peu plus à votre disposition. Et puis, on aura un focus un peu plus spécifique sur, là aussi, quelques chiffres clés de la ressource en eau en Haute-Savoie, mais pas du tout une vision exhaustive. Et donc là, on bascule sur le témoignage de Madame la préfète de région. Mesdames et messieurs, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ouvrir avec vous une nouvelle étape de la planification écologique en Auvergne-Rhône-Alpes, celle de l'adaptation au changement climatique. En 2025, nous passons de la construction à l'action. Cette année marque la mise en œuvre concrète de notre feuille de route régionale construite collectivement tout au long de l'année 2024. Celle-ci s'appuie sur des projets concrets, notamment ici, en Haute-Savoie, avec une ambition claire, réduire nos émissions de gaz à effet de serre et préserver nos ressources naturelles. Mais vous en conviendrez, il faut aller plus loin, car les signes du bouleversement climatique sont là, sous nos yeux. C'est particulièrement le cas dans les territoires de montagne où la température a augmenté de 2 degrés au cours du XXe siècle. Face à cela, l'adaptation n'est pas et n'est plus un choix. C'est une nécessité. En 2025, nous allons donc construire ensemble un volet adaptation à l'échelle régionale et dans chacun de nos 12 départements. J'ai vraiment besoin, nous avons tous besoin d'une mobilisation forte de tous les acteurs et bien sûr notamment les acteurs économiques. La conférence des parties départementales, la COP de la Haute-Savoie, qui vous réunit aujourd'hui, doit permettre d'identifier des priorités d'adaptation au changement climatique. Pour illustrer l'urgence de notre action,
Tournons-nous vers les enjeux spécifiques du bassin Rhône-Méditerranée-Corse et plus particulièrement de la Haute-Savoie. Nos glaciers fondent à un rythme alarmant et les ressources en eau sont de plus en plus sollicitées. Ces phénomènes nous rappellent l'importance de nous adapter pour protéger notre patrimoine naturel et nos modes de vie. La Haute-Savoie, avec ses nombreux lacs de montagne et de plaine, ses rivières, ses étangs, le Rhône et ses glaciers, est en première ligne face à ces défis. Nos glaciers ont déjà perdu 25% de leur superficie depuis la fin des années 60. Les risques d'origine glaciaire et périglaciaire sont accrus et engendrent dès aujourd'hui une surveillance renforcée ainsi que des vidanges préventives. La montagne est hautement climato-sensible. Nous savons désormais qu'avec le changement climatique, ces risques vont s'intensifier et de nouveaux aléas vont apparaître. La modification des régimes hydrologiques, des risques d'avalanche ou encore de nouveaux enjeux liés au retrait des glaciers. Nous devons faire du sur-mesure au plus près des réalités locales. Et en ce sens, il nous faut vraiment ancrer très vite nos priorités dans les contrats de relance et de transition écologique et les plans climat-air-énergie territoriaux. Je sais pouvoir compter sur votre pleine mobilisation. Le chantier que nous ouvrons, et j'en ai pleinement conscience que nous ouvrons aujourd'hui, n'est pas simple. Il bouscule parfois nos habitudes, nos modèles et nos calendriers. Mais il est indispensable et je suis convaincue que notre région, notre territoire a les ressources, les compétences et la volonté pour relever ce défi. C'est en tout cas ce que je vous propose de faire ensemble. Préparer l'avenir commence dès aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. Alors du coup, Madame la préfète de Haute-Savoie vous a rappelé tout à l'heure les chantiers qu'on avait commencé à initier en 2024 sur la Haute-Savoie pour décliner les COP atténuation. C'est des chantiers qui étaient partenariaux, tous. Hein. Enfin, donc du coup, le chantier de sensibilisation avec les élus, c'est un chantier qu'on a mené en partenariat avec l'Association départementale des maires et avec le CIAN. Le chantier avec les entreprises, on l'a mené en partenariat avec les associations de transition dans les entreprises, notamment ID et Green, et avec les chambres consulaires. Et c'est des chantiers qui se poursuivent aujourd'hui. Hein. Et le chantier jeune, donc du coup, il a été initié avec l'éducation nationale et jeunesse et sport. Et on est très heureux du coup d'avoir pu accueillir aujourd'hui des collégiens et des lycéens de 4 ou 6 établissements aujourd'hui. Et effectivement, c'est ce que vous disiez Arnaud tout à l'heure, on a la chance du coup avec le Radio Globule de Chamonix d'avoir une petite COP jeune qui se déroule en parallèle de l'événement. Et pour nous, ça c'était un point important. Et ça a donné lieu à la réalisation d'une exposition itinérante qui est affichée là-bas avec du coup quelques quiz sur le fonctionnement sur les manifestations du changement climatique et de ses conséquences. Je vous incite à aller le faire si vous le souhaitez. Alors l'état des lieux des projections en Haute-Savoie, on va du coup là vraiment, ce sera que quelques morceaux choisis, c'est absolument pas exhaustif et on n'a vraiment pas cette prétention cette prétention, on va le faire de manière très modeste. Je vous mets simplement, vous avez rappelé les principaux chiffres qui ont déjà été évoqués à plusieurs reprises dans toutes les interventions précédentes. On a quand même souhaité dire où on en était aujourd'hui par rapport aux manifestations des effets du changement climatique. Aujourd'hui, alors on a pris Annecy parce que ça fait lien avec l'intervention que va faire Gilles Bruno tout à l'heure de Météo France. Mais donc on est déjà à plus degré 7 par rapport à 1900. Et vous verrez que du coup les projections en 2050 c'est plus 4 à l'échelle du département et plus 6 à l'horizon 2100. Là, je vais avoir besoin de vous. Donc, du coup, il faut répondre à la première question. À votre avis, pour Thonon, quel a été le nombre de jours à plus de 30 degrés entre la période 75-2005 et quel sera-t-il, selon les modèles, à l'horizon 2050 ? Vous avez 4 possibilités. Est-ce que c'est 3 contre 10, 5 contre 22, 8 contre 15, 11 contre 22 ?
Je vois pour l'instant, il y a une large majorité qui se dégage pour la réponse B. Alors je laisse un petit peu de temps parce que du coup vous êtes 158 à être inscrits sur le Menti et on a à peu près un tiers des réponses pour l'instant. Du coup, je vous propose de prendre les résultats, même si tout le monde n'a pas forcément répondu. Donc la bonne réponse, c'était la réponse pour laquelle vous avez répondu en majorité. C'était du coup, il y a eu 5 jours à plus de 30 degrés sur Thonon, du coup entre 75 et 2005, et la projection, c'est plutôt 22 en 2050. Si on fait le comparatif sur Annecy, c'était 7, et ce sera a priori 22. Et sur Chamonix, c'était 3 et ce serait autour de 13. Par comparaison, si on regarde les autres départements environnement, en Ardèche, on serait à plus de 50 jours, du coup en 2050, à au-dessus de 30 degrés. Sur la Drôme, on serait à plus de 55 jours. En Savoie, on serait à peu près sur le même ordre d'idée, à 20 jours. Et puis peut-être juste pour essayer de l'illustrer par rapport à des choses qu'on a déjà vécues, en 2003, on était à 25 jours à plus de 30 degrés. Donc finalement, la projection en 2050, c'est s'attendre à être dans une situation un peu comme celle de 2003, mais de manière malheureusement récurrente. Et peut-être juste vous dire en plus sur ces éléments-là, c'est que le nombre de nuits tropicales, c'est-à-dire du coup de nuits où on sera plus de 20 degrés à l'horizon 2050, il serait plutôt autour de 13 par an. Oui. Alors du coup, ça c'est simplement la cartographie qui permet de reprendre à l'échelle du département la répartition des jours à plus de 30 degrés sur le département. Je ne vais peut-être pas la commenter plus en avant, mais on voit quand même qu'on a globalement une diagonale qui se dégage avec du coup les massifs qui sont un peu plus épargnés que les zones de plaine du département. Alors moi, je vais démarrer par une deuxième question. Donc, entre 2018 et 2023, combien de jours ont été en alerte renforcée ou crise sécheresse? Alors, à savoir qu'il y a 4 niveaux qui vont concerner la sécheresse. Donc, il y a un premier niveau en vigilance, en alerte. Donc, ces 2 premiers niveaux, on est uniquement sur des recommandations à l'ensemble des usagers, tout ce qui concerne les usages de l'eau. Et les 2 niveaux suivants, donc alerte renforcée et crise, pour lesquels on va vraiment avoir des restrictions à l'ensemble des usages. Alors, il n'y a pas forcément de réponse qui fait l'unanimité. Si, peut-être. Donc on est bien entre les années 2018 et 2023 et on fait bien le cumul sur l'ensemble de ces années. On peut peut-être voir la réponse. Alors la réponse c'était 1051, donc c'est énorme en fait comme chiffre. Ça correspond en fait quasiment à la moitié de l'ensemble de cette période. Donc c'est vraiment un chiffre qui interpelle et d'autant plus après toutes les conséquences qui en découlent. Alors sur cette carte, on a 2 indicateurs qui sont représentés. Donc un premier indicateur qui est le nombre de jours avec sol sec en 2050. Alors ce nombre de jours sol sec, qu'est-ce qu'il représente? Il prend en compte finalement la quantité d'eau qu'on va avoir dans le sol sur les 2 premiers mètres de hauteur. Et il va y avoir un seuil en dessous duquel la végétation va être en stress hydrique. Et donc c'est en dessous de ce seuil finalement qu'on va considérer qu'on est en sol sec. Et donc cet indicateur, il est croisé avec les filières agricoles. Alors les filières agricoles, pour les représenter, on a pris uniquement la filière majoritaire par commune.
Donc c'est pour ça que vous pouvez être surpris que dans certains territoires n'apparaissent peut-être que l'élevage ou que certaines cultures. C'est bien parce que c'est la filière majoritaire. Donc déjà, ce qu'on constate, c'est que c'est sur la partie ouest du département qu'on a le nombre de jours avec sol sec qui va être le plus important. Donc on monte jusqu'à 2 mois et demi de sol sec sur l'ouest du département. On s'en doutait puisque c'est bien lui, sur cette partie du territoire sur lequel on a la hausse de température la plus importante. Et quand on regarde les cultures, donc on a effectivement majoritairement l'élevage sur la partie est du département, et sur la partie ouest, c'est beaucoup plus mixé. Pourtant, ce sont quand même des cultures qui vont être assez sensibles à l'élévation de température, au changement climatique. Donc qu'est-ce que ça engendre, comme réflexion, cette carte, c'est à la fois probablement une diversification de nos cultures, voire une évolution, effectivement, puisque certaines cultures ne seront plus en capacité de résister à l'évolution des températures qu'on attend sur les années 2050. Juste en précision, cette carte, elle compare la période de référence 1976-2005 avec la projection attendue en 2050. Et sur la partie est du territoire, donc sur l'élevage, ce qu'on peut en dire, c'est pas que, il y a rien à faire. Au contraire, il y a aussi beaucoup de choses probablement à anticiper, parce que quand on dit qu'on a le sol qui est sec, le bétail, il est aussi très sensible. On a une raréfaction de la ressource en eau, et donc effectivement, c'est aussi d'autres contraintes. Donc finalement, l'ensemble du territoire, avec des différences, va être quand même beaucoup sensible à cette variation du sol sec. Alors, question suivante. Combien de communes ont été concernées par la déclaration en calamité agricole pour la sécheresse de 2022 en Haute-Savoie? Alors, je précise que pour cette année 2022, le seuil qui permettait d'être en calamité agricole, c'était 11% de pertes sur le fourrage. Il y a combien de communes? Il y a 279 communes. Passer à la réponse. Alors la réponse était 168, et c'est finalement quasiment 2/3 des communes du département qui ont été touchées en calamité agricole. Et à savoir, donc tout à l'heure j'ai dit que c'était 11% le seuil, le taux de perte moyen sur le département en 2022, c'était quand même de 36%. Alors on va poursuivre par le petit témoignage de Gilles Bruno. Rendez-vous à Météo France pour en savoir plus sur l'évolution des températures et les effets attendus du changement climatique en Haute-Savoie. Si on compare la moyenne de température des 10 dernières années par rapport à l'ère pré-industrielle, disons par rapport à l'année, on va dire 1900 pour être simple, à l'échelle de la planète, donc on a une augmentation de 1,2 degré, donc ça c'est les températures globales planétaires. Et sur exactement la même période, sur Annecy, en fait, on mesure une augmentation de 2,7 degrés, c'est-à-dire qu'on est à plus du double du réchauffement planétaire. Si on regarde la pente de l'augmentation annuelle de température, aussi bien sur Chamonix que sur Annecy, actuellement, dans les 10-20 dernières années, on est à une augmentation de 1 degré par décennie, ce qui ferait à peu près 2,5 degrés d'augmentation en 2050 si cette pente continue sur la même trajectoire. On peut penser je dirais, à deux choses. D'une part, une augmentation des périodes caniculaires très très chaudes, donc qui peuvent poser des problèmes pour les personnes soit vulnérables ou bien les personnes aussi qui travaillent en extérieur, notamment en zone de plaine, où il fera plus chaud bien sûr qu'en zone d'altitude. Et autre chose,
En fait, cette augmentation très importante de la température, surtout en été, ça produit beaucoup plus d'évapotranspiration, c'est-à-dire en fait l'eau qui est absorbée par la végétation et ensuite recrachée dans l'atmosphère. Et donc ça assèche les sols plus rapidement. Donc ça crée des sécheresses de surface, ce qu'on appelle des sécheresses agricoles. Il peut aussi y avoir des conséquences en termes de risques naturels, notamment sur les zones de haute montagne, avec la remontée du pergélisol, avec la fonte des glaciers qui libèrent des matériaux, avec peut-être aussi l'intensification des précipitations qui peuvent produire plus de lave torrentielle, etc., etc. Dans la modélisation, on voit quand même une légère baisse des précipitations en été, une augmentation sur la période hivernale, donc ça c'est sur le cumul saisonnier. Et en effet, la modélisation, elle prévoit aussi quand même une intensification des précipitations, c'est-à-dire que les épisodes avec des fortes pluies, donc soit à l'échelle de 24 heures et peut-être même à échelle plus courte, notamment les pluies orageuses, auraient tendance à augmenter. Alors dans le futur, forcément, avec le réchauffement et du coup la hausse de la limite pluie-neige, même si le réchauffement est plus lent en hiver qu'en été, ça va accentuer ce phénomène de moindre enneigement au moins à très basse altitude. Après, à haute altitude, aussi bien au cœur de l'hiver, l'enneigement il pourrait rester relativement stable puisqu'on prévoit une augmentation des précipitations finalement. Mais par contre, le fait que le réchauffement soit quand même très rapide, ça va avoir un impact sur le printemps où la neige va fondre beaucoup plus rapidement, donc elle le fait déjà plus rapidement qu'il y a quelques décennies. Donc le stock de neige à fondre, il va diminuer plus rapidement donc, au printemps et ça va par conséquent aussi décaler les étiages en Haute-Savoie dans une moindre mesure sur le bassin de l'Arve qui est quand même alimenté aussi par les glaciers. Merci. Alors, donc du coup, on ne pouvait pas être au sommet montagne durable et ne pas parler de glaciers et de neige. Donc du coup, on a tenté une question sur l'épaisseur de la mer, la diminution de l'épaisseur de glace sur la mer de glace. Vous nous direz si on ne s'est pas planté dans la réponse, parce qu'il y a quand même quelques experts dans la salle. Mais donc du coup, on vous propose quatre réponses, du coup 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres ou 60 mètres. Bon, il y a l'air d'avoir une unanimité qui se dégage sur le 60 mètres. Et je vous propose de passer directement à la réponse qu'on a trouvée nous, qui n'est pas celle de l'unanimité malheureusement. Alors peut-être qu'il faudra qu'on aille voir les spécialistes. On a trouvé nous du coup dans la documentation que c'était 50 mètres, donc du coup soit 32% de son épaisseur moyenne actuelle. On voulait aussi parler enneigement. Alors du coup on a emprunté une infographie du Créa Mont-Blanc. Donc merci, je laisserai. Enfin peut-être que si je dis des bêtises, je vous laisserai corriger dans la salle. Simplement parce que on est quand même territoire de montagne et que ça fait partie de nos spécificités. Donc avec à l'horizon 2050-2085 une quasi-disparition de la neige à basse altitude, et après avec ce que vous avez représenté sur le schéma, qui est finalement des cercles concentriques avec le différentiel entre aujourd'hui en bleu foncé et en bleu plus clair la projection à 2050. Et donc du coup on voit bien que finalement en haute altitude, au-dessus de 2500 mètres, on a à peu près un maintien du niveau d'enneigement, et c'est cohérent avec ce que nous disait Gilles Bruno dans son témoignage. Et on commence, plus on se rapproche de 1500 mètres, à avoir une réduction assez significative du nombre de jours d'enneigement. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi, c'est qu'en fait on a de plus en plus une remontée des ISO 0. On a quand même eu en août 2023, on a battu le record, il me semble, de l'ISO 0 qui était à 5930 mètres.
de mémoire. Alors, on enchaîne avec la carte de projection sur l'écart relatif d'intensité des précipitations extrêmes. Donc là, on a un seul indicateur. Et donc, ce qu'on constate, c'est un petit peu l'inverse. Autant tout à l'heure, on voyait que c'était l'ouest du département qui était plus touché par la sécheresse et les hautes températures. Et finalement, là, on voit que c'est là où il y a du relief, où les précipitations extrêmes vont s'intensifier le plus. Donc, avec une augmentation jusqu'à 15-20% par rapport toujours à la période de référence 1976-2005. Ce qui n'est pas traduit effectivement aussi dans cette carte, c'est le fait qu'on ne peut pas prendre en compte, puisqu'on est sur une valeur moyenne annuelle, c'est la variabilité saisonnière. Donc on l'a évoqué aussi tout à l'heure, c'est le fait que sur une année, il va y avoir des variations qui vont être beaucoup plus importantes. Et en termes d'impact, qu'est-ce que ça génère ? Ça va générer effectivement à la fois des ruissellements et des glissements de terrain qu'il va falloir prendre en compte, d'autant plus qu'on a une artificialisation des sols qui est grandissante sur le territoire. On a 11% d'artificialisation sur la Haute-Savoie, avec une hausse ces 10 dernières années de 24%. Donc c'est bien le découpage entre la partie est et ouest du territoire que l'on peut voir. Alors ensuite, sur le graphique suivant, on a représenté, donc avec le régime CatNat, les différentes catastrophes naturelles qui ont eu lieu sur le département sur les 40 dernières années. Donc ce qu'on constate, et ça a été dit ce matin aussi, les catastrophes naturelles, le département, comme d'autres départements, y ont toujours été confrontés. Simplement, ce qu'on observe, c'est que c'est la nature de ces catastrophes naturelles qui a fortement évolué, avec un point de bascule en 2003, je ne sais pas si j'arrive à faire marcher le pointeur, hop là, où on a l'apparition de la catastrophe naturelle sécheresse. Et donc c'est à partir de ce moment-là où on voit qu'effectivement les choses changent, puisqu'on a plusieurs scénarios de catastrophes sécheresse qui arrivent. Dans les années 90, donc, il y a 3 catastrophes qu'on peut mettre en évidence. Donc, les crues d'Esnal en février 90, le séisme Epagny en 96 et plusieurs glissements de terrain en 92. On a également une rupture d'une poche d'eau sur le glacier que j'écorche pas le nom, de la Tête-Pousse, de Tête-Rousse, je l'ai écorché, il fallait que je le dise. En 92, donc qui pour autant n'a pas fait l'objet d'une catastrophe naturelle parce que ce n'est pas une rubrique qui existe au sens du régime CatNat. Pourtant, du coup, depuis 5 ans environ, on s'interroge sur le fait de faire exister cette catégorie au même titre qu'on retrouve la sécheresse, les laves torrentielles, l'éboulement, etc. Et donc, ces dernières années, on a une évacuation suite à des glissements de terrain en 2015. On a en 2018 une sécheresse qui a provoqué un abaissement du niveau du lac d'Annecy de 75 cm. Il y a une petite coquille sur la diapo. Et en été 2021, une pénurie d'eau potable. Maintenant qu'on a parlé de cette trajectoire d'adaptation au changement climatique, donc ce à quoi on va devoir faire face dans les années à venir, en projection du coup 2050, on va se focaliser un peu plus sur la ressource en eau en Haute-Savoie. Alors il faut savoir, d'abord le témoignage de Pierre Bruyère, président du syndicat mixte du lac d'Annecy. Pierre Bruyère, président du syndicat du lac, et également vice-président à l'environnement en charge de l'eau potable et des eaux pluviales. La date de création du SILA, le 15 juillet 1957. C'est une merveilleuse aventure qui a permis d'assainir les 270 km² du bassin versant du lac d'Annecy à l'assainissement collectif, le reste étant de l'assainissement autonome. Notre schéma directeur de l'eau et de l'assainissement que nous avons réalisé en 2019 a permis de répondre à l'attente à la fois du SCOT, du PLUI et du développement de notre région et de notre département. Et aujourd'hui, le SILA est capable de répondre à l'augmentation démographique dans notre territoire à travers 13 stations d'épuration et à travers notamment les 2 stations principales que sont Siloé et les Poiriers. L'avenir, c'est un plan pluriannuel d'investissement
à partir de 2026, de 170 millions d'euros qui permettront de remettre à niveau les 2 stations principales et de répondre aux besoins d'épuration. La Haute-Savoie connaît une augmentation démographique très importante ces dernières années, de l'ordre de 10 à 14 000 nouveaux arrivants par an. Et bien sûr, on se doit de répondre tant en matière de production d'eau qu'en matière d'assainissement. Intégrons également une nouvelle donnée, c'est le réchauffement climatique et aujourd'hui la perte de débit de nos rivières. En horizon 2050, nous aurons perdu 20 à 30% de la capacité d'eau. Donc, l'impératif, c'est de conserver sur nos territoires l'eau pour pouvoir la restituer au milieu naturel beaucoup plus lentement. En ce qui concerne la pluviométrie, ces 40 dernières années, nous avons 1200 mm d'eau qui tombent par an. Sauf qu'aujourd'hui, ces pluies tombent beaucoup plus irrégulièrement. C'est pour ça qu'en matière d'eau pluviale, la règle majeure, c'est la première pluie doit être impérativement faire l'objet d'une infiltration à la parcelle. Nous avons fait un schéma directeur sur le Grand Annecy, horizon 2050, qui permet d'apporter l'eau dans les 34 communes pour justement gommer l'absence d'eau à certaines périodes, pour restituer l'eau dans nos rivières qui en ont bien besoin. Donc ce schéma directeur de 50 millions d'euros, à raison de 5 millions par an, permettra de répondre au développement et bien sûr aux besoins d'eau des futures populations. J'invite les participants à cette COP départementale à imaginer comment accompagner nos concitoyens pour effectuer cette indispensable transition pour répondre aux défis qui nous attendent. Alors, le département a un réseau hydrique qui est assez important. Pour autant, la surface en eau du département ne représente qu'1%. Donc, ça paraît tout petit. Donc, quand je dis 1%, c'est à la fois les cours d'eau, les lacs et les glaciers. Et on a 2% qui représentent les tourbières. Sur cette carte, donc c'est pas une carte projetée 2050, c'est la carte actuelle des précipitations annuelles et on voit le contraste, on s'en doutait, c'était prévisible, entre le relief et la plaine. Donc on a à peu près un rapport grosso modo de 1 à 2 en termes de quantité de précipitations entre le relief et la plaine. En termes de cumul d'eau de pluie sur une année, le chiffre à retenir, c'est 6,5 milliards de mètres cubes de précipitations annuelles. Et sur ce chiffre-là, il n'y a pas forcément de scénario de tendance qui se dégage sur est-ce que ce chiffre va hausser, va baisser sur les années à venir. On sera plutôt sur un chiffre constant. Par contre, ce qui va changer, c'est la variabilité saisonnière. Et c'est là où il faudra effectivement l'anticiper. Dans les autres ordres de grandeur, la capacité de stockage d'eau qu'on a sur le département, donc ce sont les 2 lacs. Le lac d'Annecy qui représente une capacité de stockage de 35,6 milliards de mètres cubes. Côté français, Léman, pardon. Et le lac d'Annecy où on est à 1,12 milliard de mètres cubes. En ordre de grandeur, ce qu'on peut retenir aussi, c'est qu'en période de sécheresse estivale, le lac perd en moyenne 1 cm par jour. Donc voilà, vous imaginez, un mois de sécheresse, on perd déjà les 30 cm. Et une toute dernière question, donc toujours en lien avec du coup cette sécheresse et la baisse du niveau du lac d'Annecy. Donc de quel volume approximativement le lac d'Annecy a-t-il diminué pendant la sécheresse de 2018 ? Donc 22 millions de mètres cubes, 36, 47 ou 53 ?
On peut afficher la réponse. Alors oui, la réponse, du coup, il y en a peut-être des déçus, mais c'est quand même 22 millions de mètres cubes, ce qui est déjà un chiffre colossal. Et on estime donc que c'est 2% de la capacité du lac qui a été perdue pendant cette sécheresse. Alors du coup, c'est 2%, c'est 22 millions de mètres cubes, mais si on le lit autrement par rapport au volume de prélèvement d'eau potable, pardon, c'est moi qui vais trop vite, sur le département, qui est à peu près du coup de constant, qu'oscille entre 75 et 80 millions de mètres cubes, ça représente que 25%. Donc finalement, 22 millions de mètres cubes, c'est 2% du lac, mais c'est à peu près, on pourrait le traduire autrement par 25% de la consommation en eau potable, sachant que sur le bassin annécien, je crois que, si je ne dis pas de bêtises, c'est entre 90 et 95% qui dépendent de l'alimentation en eau potable par le lac. On voulait vous présenter ce graphique parce qu'il est assez intéressant, croisé avec la population. C'est qu'on a quand même globalement un prélèvement en eau potable et en eau industrielle qui a stagné, qui a eu tendance un peu à baisser, alors que pour autant, on a eu une augmentation de la population qui est significative. Aujourd'hui, on n'explique pas forcément très bien, autrement que par les nouvelles technologies de sobriété qui nous ont aidés à être sobres sans changement de comportement. Et que finalement, ce qui nous attend plutôt entre 2022 et 2030, c'est plutôt comment est-ce qu'on peut avoir un comportement qui est plus sobre sur l'utilisation des usages de l'eau, plutôt que de miser sur les machines à laver plus modernes, les robinets qui réduisent la pression, etc., etc. Donc ça veut dire que du coup, là, c'est plutôt l'enjeu comportemental qui va devenir prépondérant, avec finalement, aujourd'hui, quand même, des manques qui sont associés à cette analyse. Aujourd'hui, le prélèvement d'eau, le volume disponible d'eau sur le département par rapport à ce qu'on prélève pour nos usages eau industrielle et les usages sanitaires et ceux qui sont nécessaires au maintien de la biodiversité, c'est des choses qu'il faut qu'on arrive à creuser et à objectiver. Et notamment de le croiser avec la variabilité saisonnière, parce que si on raisonne en volume annuel, on a l'impression que tout va bien, et donc c'est vraiment cette question de variabilité saisonnière qui est importante, surtout dans un appartement qui est très orienté vers le tourisme. On voulait aussi vous illustrer un des points clés quand même du plan eau en France, qui est éviter les fuites sur les réseaux. On croise, c'est des données qui sont des données publiques liées de la ressource 6PA et alimentées par les gestionnaires. Donc on a finalement le rendement de la Haute-Savoie, le taux de rendement de 74 qui augmente depuis des années et qui atteint aujourd'hui 82,2%. La réglementation vise 85%, donc on est sur la bonne trajectoire et c'est très bien. Comparé du coup au taux de rendement régional qui est assez stable et qui a atteint un taux de 80%. Ce que je voulais juste rajouter là-dessus, c'est que finalement en 2015, on avait du coup le volume d'eau prélevé pour l'eau potable, c'était à peu près 70 millions de mètres cubes, et donc du coup la perte associée au taux de rendement, c'était 25%, donc 17 ou 18 millions de mètres cubes de perdus en 2015. En 2023, où on consomme 80 millions de mètres cubes d'eau potable, et avec un taux de rendement qui est à 82%, on n'en perd plus que 14 millions. Mais donc on en perd quand même 14 millions. Et donc l'enjeu, c'est d'arriver à tendre vers zéro, quoi. Et c'est toujours les derniers points qui sont les plus difficiles à gagner. Une dernière diapo pour vous parler aussi de stratégie de déploiement des plans territoriaux de la gestion de la ressource en eau. Qui ont été présentés en mise en stratégique, qui seront présentés ou qui ont été présentés au comité ressources en eau. J'ai une doute sur la date, je crois qu'ils seront présentés au comité ressources en eau.
Et c'est simplement pour... ces points-là seront développés plus en détail dans l'atelier aménagement, et gestion de la ressource en eau tout à l'heure, avec notamment un témoignage du coup sur les US, qui est le territoire, le premier territoire à avoir un PTGE sur le département, et avec du coup d'autres territoires qui tendent à en avoir un en 2027 et en 2030. Mais il y a effectivement du coup urgence à avancer sur ces questions-là. Et donc du coup c'est presque le mot de la fin. Simplement pour vous dire que du coup le travail va continuer cet après-midi dans les ateliers en parallèle de tables rondes qui seront organisées dans le cadre du sommet Montagne Durable. Du coup il y a deux ateliers qui ont lieu en même temps. Un atelier immersif du coup qui est intitulé Eaux précieuses et qui a été réalisé, c'est un jeu de rôle sur l'eau immersif qui a été imaginé par la fabrique à projet du ministère de l'écologie. Et on remercie vraiment nos collègues du ministère de l'écologie d'avoir fait le chemin de Paris jusqu'à Chamonix et de détourner leur chemin de leur périple en randonnée pour venir nous animer cet atelier immersif. Et je remercie vraiment chaleureusement nos collègues de la DDT, parce qu'il y a plus d'une trentaine de personnes qui ont été mobilisées pour préparer les ateliers, les 4 ateliers de l'après-midi, à la fois de la DDT, de l'Adréal et puis de la DETS. Donc pour traiter à la fois aménagement et ressources en eau, activité économique et face au changement climatique, préserver les écosystèmes et concilier tourisme et ressources en eau. Dans chacun de ces ateliers, on a souhaité qu'il y ait des témoignages. Donc du coup, je vous encourage vivement à y aller, parce que les témoignages sont riches et enrichissent la démarche. Et c'est des ateliers participatifs. Et on souhaitait quand même pouvoir recueillir vos priorités. Donc du coup, vous avez la possibilité dans le Menti de renseigner quelles sont selon vous les priorités, et puis ça s'affichera, on verra si c'est globalement des priorités qui sont partagées par l'ensemble des participants. Merci. Merci à tous pour votre participation. On va laisser encore 30 secondes à chacun pour s'exprimer. Ça fera une belle photographie des grands enjeux que vous souhaitez porter pendant cette COP et au-delà. Ça commence à devenir relativement petit, donc on va consolider tout ça et à vous le faire passer. On va peut-être regarder un petit peu le travail de François en termes de facilitation graphique sur ce début de journée. C'est la partie COP 74. Merci François. On vous laisse découvrir le travail en direct de facilitation graphique. J'aimerais bien savoir résumer aussi vite des sujets aussi compliqués. Et on va peut-être aussi faire un petit point sur la slide précédente.
et sur le début de la matinée. Pas d'autre choix que d'agir. Il y a beaucoup de compétences dans les territoires, une mobilisation qui doit être globale et complète. Et la COP est la bonne méthode. Ça va, on a bien fait d'être là. Merci beaucoup, François, pour tout ce travail sur la table ronde concernant la photographie scientifique. Coopération, communication, pédagogie face à un changement climatique dont on voit visuellement qu'il va demander du courage parce que ça va être lourd à porter, qu'on ne peut pas opposer les solutions et que si on ne travaille pas tous ensemble, on ne va pas y arriver. Il y a quand même des messages d'espoir en bleu, que partout où on restaure, la nature est d'une résilience incroyable et qu'avec Emma, on a compris qu'en fait, il fallait garder espoir parce que quand on travaille correctement, on y arrive. Et aussi que voilà, tout est lié, qu'on parte des océans ou des glaciers aux océans. Le cycle de l'eau nous concerne tous et qu'il allait falloir faire un audit territorial sur le sujet avec des exemples très concrets comme Dunkerque ou Copenhague que François a rappelé parce que c'est porteur d'espoir. Merci encore pour ce travail